Ce Boeing 747 est littéralement en train de tomber du ciel. L'équipage effectue des manœuvres acrobatiques assez terrifiantes et si vous avez déjà voulu savoir quelle force il faudrait pour commencer à déchirer un avion en plein vol, cette vidéo va vous en donner une idée. Stay tuned. Merci au Airline Pilot Club pour avoir sponsorisé cette vidéo. Il est tard dans la matinée du 19 février 1985. Un Boeing 747 SP de China Airlines est en croisière à 41 000 pieds au-dessus de la partie nord-est de l'océan Pacifique, à environ 300 miles au nord-ouest de San Francisco. Le vol est un service passager régulier de Taipei en Chine à destination de Los Angeles aux États-Unis. Il a décollé à 16h22, heure de Taipei, et vole maintenant depuis environ 10 heures. À bord de l'appareil se trouvent 251 passagers, 5 pilotes et 18 membres d'équipage de cabine. L'équipage de conduite qui assure ce vol est très expérimenté. Le commandant de bord est un homme de 55 ans avec 15 494 heures de vol au total. Pour l'assister, il y a un copilote de 54 ans avec 7 734 heures de vol et un mécanicien navigant de 55 ans avec 15 510 heures de vol. L'équipage de conduite est également renforcé par un commandant de bord de relève et un mécanicien navigant supplémentaire, qui étaient tous deux en repos au moment de l'événement. L'avion utilisé est un Boeing 747 SP relativement récent. Il est équipé de 4 moteurs Pratt & Whitney JT9 D7A, chacun développant une poussée de 46 150 livres. Il y avait eu quelques problèmes lors des 2 vols précédents avec cet avion, concernant le moteur numéro 4. C'est le moteur situé à l'extrémité de l'aile droite. Ce qui s'était passé, c'est que les équipages avaient signalé une perte de poussée sur le moteur numéro 4 et la nécessité de le rallumer en croisière. À cause de cela, il avait été démonté et examiné minutieusement au sol par une équipe d'ingénieurs. Certaines pièces avaient été remplacées, puis le moteur avait été testé au sol et jugé satisfaisant. La météo dans la zone que traverse l'avion est un peu instable. Ils viennent de traverser un front froid, et ce front froid est associé à ce qu'on appelle un courant jet. Un courant jet est une bande assez étroite de vent très fort, et là où ces vents puissants frottent contre des particules d'air se déplaçant plus lentement, cela crée des vortex qui provoquent des turbulences. L'avion subissait des turbulences avant l'événement, poussant le commandant à allumer le signal « Attachez vos ceintures », une décision qui s'avérera très judicieuse. À ce moment-là, l'avion volait en pilote automatique et le pilote automatique était connecté à son système de gestion des performances, le PMS, qui est très similaire à la variante plus moderne, le FMS, système de gestion de vol, que nous utilisons aujourd'hui sur les avions. Le système de gestion des performances était aussi relié à l'automanette, réglé pour maintenir Mach 0,85. À l'approche d'un point de compte rendu obligatoire appelé redo, les turbulences en air clair se sont soudainement aggravées. Le problème avec les turbulences en air clair, c'est qu'elles peuvent parfois faire fluctuer la vitesse de l'avion. Dans ce cas, la vitesse a commencé à augmenter jusqu'à atteindre Mach 0,88 et comme l'automanette était engagée, l'automanette voulait maintenir une vitesse de Mach 0,85. Elle a donc commencé à réduire la poussée sur les 4 moteurs pour atteindre cette vitesse. La vitesse a commencé à diminuer et lorsqu'elle est descendue à Mach 0,84, l'automanette a recommencé à faire avancer les manettes de poussée. Mais ici, quelque chose s'est produit. Même si l'automanette commandait maintenant aux 4 manettes de poussée d'avancer, l'EPR, le rapport de pression moteur sur le moteur numéro 4, n'a pas augmenté, ce qui indique que la poussée n'augmente pas non plus. L'avion étant déjà en turbulence, l'ingénieur de vol avait réglé les interrupteurs moteurs sur démarrage en vol. Cela assure un allumage continu aux 4 moteurs et constitue la procédure standard en cas de turbulence. Mais quand l'ingénieur de vol a constaté que le moteur numéro 4 ne répondait pas, il a suivi la procédure pour un moteur bloqué ou à accélération lente. Cette procédure n'est pas une procédure d'urgence et n'est donc pas liée à une checklist de situation non normale. C'est une procédure complémentaire et, pour cette raison, l'ingénieur de vol est autorisé à l'effectuer de mémoire. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il réduit à nouveau la poussée sur la manette de poussée du moteur numéro 4, puis il commence lentement à la ramener progressivement en espérant que cela résoudra le problème. Malheureusement, il oublie un élément crucial. Dans cette procédure, il faut également couper l'air de prélèvement sur ce moteur.
Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que ce qui est probablement en train de se passer sur le moteur numéro 4 en ce moment, c'est ce qu'on appelle une surcharge de prélèvement d'air. En temps normal, les 4 moteurs fournissent de l'air de prélèvement haute pression au système de pressurisation de l'avion. Cela se fait grâce à une vanne de prélèvement d'air haute pression et une vanne de prélèvement d'air basse pression sur chaque moteur. Lorsque le moteur fonctionne à faible poussée, ces 2 vannes sont ouvertes. Lorsque les moteurs accélèrent vers des poussées plus élevées, la vanne de prélèvement d'air haute pression se ferme et seule celle de basse pression reste ouverte. Le problème, c'est que si un moteur accélère plus lentement que les autres, vous pourriez vous retrouver dans une situation où les 3 moteurs qui ont accéléré ferment leur vanne de prélèvement d'air haute pression. Mais le moteur plus lent a à la fois la vanne de prélèvement d'air haute pression et celle de basse pression ouverte, et dans ce cas, ce moteur prendra en charge une bien plus grande partie de la charge d'air de prélèvement. Lorsque l'air de prélèvement est aspiré du moteur, cela enlève en fait une partie de la poussée, ce qui freine son accélération. Donc, cela pourrait devenir une sorte de cercle vicieux. Le moteur est lent au départ et il devient de plus en plus lent et il lui devient de plus en plus difficile de fonctionner. C'est pourquoi il est si important de couper la vanne d'air de prélèvement dans cette procédure, mais l'ingénieur de vol oublie de le faire. N'oubliez pas que le pilote automatique et l'automanette restent activés. Eh bien, lorsque le moteur numéro 4, qui est situé à l'extrémité de l'aile droite, commence à fournir moins de poussée, cela signifie qu'une asymétrie de poussée commence à se développer, où sur l'aile gauche, les 2 moteurs produisent de la poussée, et sur l'aile droite, essentiellement un seul moteur produit de la poussée. Cela signifie que l'avion va commencer à effectuer un lacet vers la droite. Le pilote automatique n'a aucune autorité sur la gouverne de direction. C'est la même chose sur le 737 que je pilote. Donc la seule chose que le pilote automatique peut faire pour contrer ce lacet, c'est de commencer à mettre de l'aileron vers la gauche en inclinant l'avion vers la gauche pour contrer le lacet qui le force vers la droite. Maintenant, l'ingénieur de vol remarque également que le voyant Generator of Bus s'est allumé sur le moteur numéro 4 et cela indique en fait que le moteur ne fait pas que peiner à accélérer, mais qu'il est en réalité tombé en panne. Il signale donc cela au commandant de bord, il le lui dit. Nous avons maintenant une panne moteur sur le moteur numéro 4 et il commence à se préparer à lancer la checklist de panne moteur qui est une checklist de procédure anormale. Et il commence également à se préparer à calculer l'altitude de croisière de l'avion avec 3 moteurs, car l'avion ne peut pas maintenir 41 000 pieds avec seulement 3 moteurs. Il est donc très important de déterminer très rapidement quelle altitude vous pouvez maintenir, car sinon, la vitesse va commencer à diminuer. À ce moment-là, le commandant de bord demande également au mécanicien navigant d'essayer de redémarrer le moteur, même si l'avion est toujours à 41 000 pieds et que l'altitude maximale pour tenter un redémarrage est en réalité de 30 000 pieds. Le copilote a entendu et vu tout cela se produire et il a entendu le mécanicien navigant annoncer la panne moteur. Pendant que cela se passe, il regarde en arrière et se rend compte que le mécanicien navigant suppléant a passé la tête dans le cockpit. Le copilote lui dit d'entrer et de commencer à aider le mécanicien navigant à essayer de redémarrer le moteur. Le copilote regarde également ses instruments et se rend compte que la vitesse commence à diminuer. Il signale donc cela au commandant de bord. Le commandant demande au copilote de contacter le contrôleur d'Oakland pour obtenir une altitude plus basse, amorcer la descente et maintenir une vitesse de sécurité. À 10h14 le copilote contacte le contrôleur aérien d'Oakland et leur demande la descente. Il ne déclare pas de Mayday, il ne déclare pas de pan et il ne leur parle pas de la panne moteur à ce moment-là. Le contrôleur aérien d'Oakland leur demande d'attendre. Et c'est un bon rappel pour tout pilote qui regarde pourquoi il est si important d'annoncer au moins « pam pan pan », car ainsi vous attirerez l'attention du contrôleur aérien. Il est très probable qu'ils ne vous demanderont pas de patienter, mais qu'ils vous donneront immédiatement une autorisation de descente, ce qui est exactement ce que vous souhaitez dans une situation comme celle-ci. Le copilote a ensuite témoigné qu'il n'avait rien entendu d'autre en provenance du contrôleur aérien d'Oakland. Mais la transcription du contrôleur aérien montre qu'entre 10h15 et 13 secondes et 10h18 et 28 secondes, le contrôleur aérien est intervenu et a autorisé le vol Air China 006 à descendre au niveau de vol 270. Et ils les ont ensuite appelés 6 fois de plus sans aucune réponse de l'équipage de conduite. Il est très probable que la raison pour laquelle l'équipage n'a pas pu répondre était qu'ils étaient en plein milieu de cette situation terrifiante qui était sur le point de se produire.
Le commandant de bord surveille sa vitesse et n'aime pas ce qu'il voit. La vitesse diminue de plus en plus, ce qui est normal lorsque vous maintenez 41 000 pieds et que vous avez perdu un moteur. Le commandant de bord décide donc de désactiver son système PMS. Cela va libérer l'avion du maintien d'altitude, puis il va tourner la molette de contrôle d'assiette sur le panneau de contrôle de l'autopilote vers le bas pour initier une descente tout en restant en mode autopilote. Rappelez-vous que l'autopilote ne contrôle pas la gouverne de direction. Eh bien, ce qui se passe en ce moment, alors que le commandant de bord essaie de faire descendre l'avion et se concentre sur sa vitesse, c'est que la poussée des moteurs restants a été portée à la poussée maximale continue. Cela a également augmenté l'asymétrie entre l'aile gauche et l'aile droite, donc l'avion commence vraiment à partir en lacet vers la droite. Le pilote automatique a maintenant appliqué sa correction maximale sur le volant vers la gauche, soit 22 degrés au volant. Cela ne signifie pas que l'avion roule vraiment de 22 degrés à gauche, mais que c'est la limite du pilote automatique. En réalité, ce que fait l'avion, c'est qu'il commence à rouler légèrement vers la droite, et tout cela est dû à cette poussée asymétrique. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que le commandant de bord doit commencer à appliquer de la gouverne de direction à gauche afin de redresser l'avion et d'en garder le contrôle. Pour une raison inconnue, ce n'est pas fait. Il se concentre davantage sur sa vitesse. Il n'y a aucune action sur la gouverne de direction et l'avion commence à s'incliner de plus en plus vers la droite. Le commandant de bord continue de surveiller sa vitesse et se rend compte que l'avion continue de ralentir. Il décide alors de déconnecter le pilote automatique afin de piquer du nez et de reprendre le contrôle de la vitesse. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'en déconnectant le pilote automatique, il va maintenant être confronté à l'effet complet de la poussée asymétrique, chose qu'il n'a pas encore compensée. À 10h14 et 50 secondes, l'avion a roulé de 64 degrés vers la droite et pique maintenant du nez avec une assiette négative de 4 degrés. 10 secondes plus tard seulement, ils sont à un angle de roulis de 92 degrés et piquent du nez avec une assiette négative de 27 degrés. L'avion continue de rouler à un taux de roulis très élevé, ce qui amène le commandant de bord à penser qu'il y a un problème avec ses instruments. Il n'arrive tout simplement pas à croire ce qu'il voit. Il en va de même pour le copilote. Ils en discutent ensemble. Ils pensent qu'il y a un problème avec leurs instruments, mais rien n'indique qu'il y ait quoi que ce soit d'anormal avec eux. Leurs 3 indicateurs d'assiette principaux affichent la même chose. Aucun drapeau d'avertissement n'apparaît dessus, indiquant qu'ils montrent en réalité la terrible vérité de ce qui est en train d'arriver à l'avion. Ils continuent de faire un roulis complet de 360 degrés autour de l'axe de roulis, tandis que l'assiette devient presque verticale. Pendant que cela se produit, la vitesse augmente également et elle s'approche de sa limite maximale certifiée. Le commandant de bord s'en rend compte, mais étant dans une couche nuageuse et ne faisant pas confiance à ses instruments, il ne sait pas quoi faire et a perdu toute conscience de la situation. Pendant que cela se passe, l'ingénieur de vol se rend compte que l'avion adopte une assiette anormale. Il tend la main et augmente la poussée des moteurs, mais il remarque également que les moteurs ne réagissent pas immédiatement. Ceci est sans doute lié à leur altitude encore élevée, où l'air est raréfié et où les moteurs mettent du temps à réagir aux commandes de poussée. Mais comme la situation s'accélère et s'aggrave très rapidement, il est probable qu'ils n'y pensent tout simplement pas. Ils supposent que les 4 moteurs se sont éteints. L'ingénieur de vol tend maintenant la main et met l'interrupteur d'allumage de secours sur « marche » afin d'essayer de rallumer les moteurs qu'il pense avoir perdus. Mais pendant qu'il fait cela, le commandant de bord, qui essaie désespérément d'arrêter ce taux de descente croissant, tire maintenant fortement sur son volant. Et pendant qu'il fait cela à cette vitesse élevée, il soumet en réalité l'avion à des forces G extrêmes. Lors de la première ressource qu'il effectue, il tire 4,8 G. C'est tellement de force G que l'ingénieur de vol, qui essaie de rallumer les moteurs, est plaqué avec son visage et ses mains vers la console centrale. Le commandant de bord de réserve et l'ingénieur de vol sont maintenant également entrés dans le cockpit pour voir ce qui se passe et ils sont plaqués au sol par les forces G et ne peuvent pas se relever. Le commandant parvient finalement à stopper la descente et continue de tirer sur le manche. Rappelez-vous qu'il est toujours dans les nuages. Il ne fait toujours pas confiance à ses instruments, ce qui signifie que l'avion cabre maintenant et que la vitesse diminue rapidement, atteignant aussi peu que 80 à 100 nœuds de vitesse indiquée.
Lorsque le commandant de bord voit cela, il panique et pousse le manche à balai vers l'avant afin de reprendre de la vitesse, ce qui accélère à nouveau l'avion au-delà de la vitesse maximale certifiée. Ce qui se passe ensuite, c'est que le commandant de bord et le copilote vont unir leurs forces pour essayer de sortir l'avion de cette plongée et, ce faisant, ils génèrent une force écrasante de 5,1 G qui dure plusieurs secondes. Et pour mettre cela en perspective, le type de force G auquel les astronautes sont soumis lors d'un lancement ou lors de la rentrée atmosphérique est d'environ 3 G. À 11 000 pieds, l'avion sort de la couche nuageuse, ce qui signifie que les pilotes disposent désormais d'un véritable horizon qu'ils peuvent utiliser pour s'orienter. Cela signifie qu'ils parviennent à stabiliser l'avion à environ 9 500 pieds. Ils augmentent à nouveau la poussée afin de stabiliser le vol et il semble qu'ils aient désormais l'avion sous contrôle. Mais ils ont perdu plus de 30 000 pieds d'altitude en moins de 2 minutes et demie. Vous pourriez penser que cela va être la fin de cette histoire terrifiante, mais vous seriez très loin du compte. Et je vais tout vous raconter sur ce qui va arriver à cet avion juste après ce court message. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Il est désormais entièrement gratuit pour toute personne qui a ne serait-ce qu'une petite envie de devenir pilote professionnel, de rejoindre Airline Pilot Club en utilisant le lien ci-dessous. Le club vous offrira, entre autres, des tests d'aptitude professionnelle de pilote de ligne qui vous indiqueront ce que vous pourriez éventuellement devoir améliorer avant de commencer votre formation. Ce test peut aussi servir pendant ou après la formation pour vous préparer au processus de candidature auprès d'une compagnie aérienne. Vous accéderez aussi à des modules de formation en ligne de qualité professionnelle comme la gestion des menaces et des erreurs et la gestion des ressources de l'équipage. Et un accès à une excellente communauté de personnes comme vous qui sont peut-être sur le point de commencer leur formation ou qui sont déjà en formation, ou des personnes comme moi qui peuvent vous donner un retour d'expérience sur la réalité du métier dans l'industrie. Tout cela et bien plus encore est désormais disponible entièrement gratuitement et si cela vous intéresse, utilisez le lien dans la description ci-dessous. C'est theairlinepilotclub.com/register et commençons dès maintenant à travailler pour vous faire accéder au poste de copilote. Revenons maintenant à la vidéo. Le Boeing 747 s'est maintenant stabilisé à environ 9 500 pieds et les pilotes commencent à reprendre leurs repères. L'ingénieur de vol se penche et vérifie si les moteurs fonctionnent ou non et il constate que oui, les moteurs 1, 2 et 3 fonctionnent normalement. Ils répondent normalement aux commandes de poussée, mais le moteur numéro 4 est toujours en panne. Il suit la checklist des procédures anormales pour redémarrer le moteur numéro 4 qui repart, leur permettant de retrouver les 4 moteurs en marche. À 10h17 et 5 secondes, le copilote contacte le contrôleur aérien et signale « Nous avons subi une extinction de flammes, nous sommes en situation d'urgence et nous sommes à 9000 pieds. » Le copilote demande aussi des vecteurs radars pour retourner vers Los Angeles. Le contrôleur aérien leur donne ces vecteurs et les autorise à monter au niveau de vol 200. Pendant la montée, le copilote appelle le contrôleur aérien et dit « Nous pouvons contrôler l'avion ». Ce qui doit être plaisant à entendre pour un contrôleur aérien. Le contrôleur aérien d'Oakland demande aussi à l'avion s'il veut se dérouter vers San Francisco, le plus grand aéroport proche sur leur trajet. Mais l'équipage répond que les conditions sont désormais normales et qu'ils souhaitent continuer vers Los Angeles. Peu de temps après, ils reçoivent une nouvelle autorisation de monter au niveau de vol 350. Mais pendant la montée, l'ingénieur de vol effectue un balayage des instruments. Et il se rend compte que les portes du train principal de fuselage sont ouvertes et que le train principal de fuselage est en fait sorti et verrouillé. Lorsqu'ils s'en rendent compte, ils stabilisent l'avion à 27 000 pieds, car l'altitude maximale à laquelle ils peuvent voler avec le train sorti est de 29 000 pieds. Et ils commencent à examiner leur quantité de carburant restante et à se demander s'ils peuvent réellement poursuivre le vol et atteindre Los Angeles. En plus de cela, l'ingénieur de vol se rend également compte que le système hydraulique numéro 1 est complètement vidé. Il indique 0. À ce moment, l'équipage a aussi contacté le personnel de cabine à l'arrière. À 10h38 et 39 secondes, il rappelle le contrôleur aérien, déclare une urgence, signale des blessés à bord et demande à être déroutés vers San Francisco. Le contrôleur aérien leur donne évidemment un cap direct vers San Francisco et leur accorde une descente à leur entière discrétion, c'est-à-dire qu'ils peuvent descendre comme ils le souhaitent afin d'atterrir sur la piste 28 gauche à San Francisco. L'avion entame sa descente. Tous les moteurs fonctionnent alors normalement et le pilote automatique est utilisé.
Pendant leur approche, ils réalisent aussi qu'ils doivent sortir manuellement le train d'atterrissage à cause de la perte du système hydraulique numéro 1. Ils effectuent donc cette opération et procèdent à un atterrissage normal et réussi, piste 28 gauche. Après l'atterrissage, le commandant de bord quitte la piste par une des voies de circulation rapide, mais comme il a perdu le système hydraulique numéro 1, il ne dispose que d'un contrôle limité de la roue avant. Il décide donc d'arrêter l'avion sur la voie de circulation, de couper les moteurs et de demander un remorquage pour les amener jusqu'au terminal. Mais qu'est-il arrivé à l'arrière et à l'avion? Eh bien, il s'avère qu'en ce qui concerne les passagers et l'équipage, ce n'était en fait pas si grave. L'un des membres d'équipage cabine s'était tellement blessé au dos qu'il a dû aller à l'hôpital, mais il a été libéré environ 3 jours plus tard et l'un des passagers était tombé et s'était cassé le pied droit. Mais ce furent les seules blessures subies par des personnes. Dans la cabine, un grand désordre régnait car les coffres à bagages ouverts avaient fait tomber des affaires, effrayant les passagers. Mais la véritable ampleur de la gravité de cet accident s'est révélée lorsque l'ingénieur a commencé à examiner l'avion. Parce qu'ils ont découvert que, tout d'abord, les 2 ailes avaient été définitivement pliées vers le haut, avec environ 5 à 8 cm de déformation au niveau des extrémités. Cela restait dans la tolérance du constructeur de l'avion, mais l'aileron gauche avait été définitivement endommagé à plusieurs endroits. Et lorsqu'ils sont arrivés à la section du train d'atterrissage de l'avion, ils se sont rendus compte que les ensembles de verrouillage en position rentrée des trains de fuselage gauche et droit s'étaient détachés de leur fixation à cause des énormes forces G. Cela avait à son tour forcé le train d'atterrissage principal à sortir et avait arraché les portes du train d'atterrissage qui s'étaient détachées et étaient simplement tombées de l'avion. Ainsi, les portes du train d'atterrissage étaient affichées ouvertes et le train sorti et verrouillé. Lorsque les ingénieurs sont arrivés à l'arrière de l'avion, l'Épinache, ils ont été horrifiés par ce qu'ils ont découvert, car de grandes sections du stabilisateur horizontal avaient été complètement arrachées. Sur le côté gauche, la partie extérieure du stabilisateur horizontal et la partie extérieure de la gouverne de profondeur avaient complètement disparu. Et cela avait également arraché la conduite hydraulique menant à l'actionneur de la gouverne de profondeur qui était relié au système hydraulique numéro 1. C'est donc par là que le liquide hydraulique numéro 1 s'était écoulé. Et du côté droit, il y avait des dégâts très similaires, avec la partie extérieure du stabilisateur horizontal également arrachée et seulement une petite partie de la gouverne de profondeur extérieure encore présente. Les moteurs étaient dans un état étonnamment bon. Il y avait quelques traces mineures de frottement sur les bandes d'usure du rotor du ventilateur, mais à part cela, ils étaient relativement intacts. Le moteur numéro 4 a de nouveau été retiré et soumis à des tests, et cette fois, ils ont découvert quelques anomalies d'alimentation en carburant qui étaient probablement à l'origine de l'arrêt moteur en vol. À mon avis, cela montre simplement à quel point ces avions sont incroyablement robustes et combien de contraintes ils peuvent supporter tout en continuant à voler en toute sécurité. C'est absolument incroyable selon moi. La conclusion du rapport final était qu'une panne d'un seul moteur avait entraîné une poussée asymétrique. Cette poussée asymétrique avait été masquée par le pilote automatique qui essayait de maintenir les ailes de l'avion à l'horizontale en vol rectiligne. Le commandant de bord s'était focalisé sur la vitesse et n'avait pas utilisé la gouverne de direction pour stabiliser l'avion. Cela a conduit à une perte de contrôle dès qu'il a déconnecté le pilote automatique et à une perte totale de conscience de la situation car lui et le copilote ne croyaient pas ce qu'ils voyaient sur leurs instruments de vol. Cette perte de conscience de la situation n'a été résolue que lorsque l'avion est sorti des nuages et qu'ils ont pu accéder à un horizon naturel qu'ils ont utilisé pour stabiliser l'appareil. Fait intéressant, aucune recommandation n'a été émise après cet accident, mais je pense qu'il y a quand même des leçons à en tirer. Par exemple, connaissez votre situation, connaissez votre avion, comprenez ce qu'il vous indique afin que, si vous vous retrouvez par exemple avec une panne moteur, vous sachiez quoi faire. De plus, si vous ne comprenez pas vraiment ce que font vos automatismes, alors déconnectez-les et pilotez l'avion manuellement et faites-le dès que possible. Vous pouvez ensuite réactiver le pilote automatique dès que tout est sous contrôle. Faites aussi confiance à vos instruments. D'accord? À moins qu'il n'y ait un drapeau de panne ou une indication évidente que l'instrument ne fonctionne pas, il sera toujours plus fiable que vous et votre système vestibulaire. Maintenant, si vous voulez voir une vidéo incroyable sur des pilotes qui ont dû lutter avec leur avion et ont perdu le contrôle pendant plus de 2 heures, alors regardez la vidéo juste ici. C'est vraiment impressionnant.
Si vous souhaitez soutenir Mentor Pilot et ma chaîne, envisagez de devenir membre sur Patreon ou peut-être d'acheter un t-shirt. Passez une journée absolument fantastique et n'oubliez pas de jeter un œil à l'Airline Pilot Club juste ici. C'est désormais totalement gratuit.